Bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment un immense plaisir pour moi d'être ici ce soir pour vous présenter mon projet. Juste une petite mise en situation, là. Moi, je suis en travail social, donc ça va être un petit peu différent de ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander de faire un petit exercice avec moi. J'aimerais vous demander de vous rappeler vos premières années de vie adulte. Est-ce que vous avez déménagé de chez vos parents pour aller au cégep ou à l'université? Est-ce que vous avez habité en colocation? Occupé plusieurs emplois pour arrondir vos fins de mois? Peut-être avez-vous trouvé votre premier amour, puis votre deuxième, puis même votre troisième? Peut-être avez-vous songé, même commencé à fonder votre famille? Ça donne mal à la tête un peu, hein? Ben, c'est qu'une courte liste de toutes les étapes qu'on peut avoir à faire quand on devient adulte. Maintenant, j'aimerais vous demander de refaire cet exercice-là, mais de vous imaginer de faire vos premières années de vie adulte avec une maladie qui limite votre fonctionnement au quotidien. Auriez-vous été en mesure de festoyer au cégep? Auriez-vous tout simplement été en mesure de faire le ménage de votre appartement? Difficile, non? Ben ça a été mon expérience à moi. En effet, je suis atteinte de dystonie 25 généralisée. C'est quoi ça? C'est une maladie neurologique d'origine génétique. Statistiquement, c'est pas compliqué, on serait 19 au Canada. J'aime dire que j'ai gagné à une bien bizarre de loterie. Je vous ai amené ce soir la canne que j'utilisais au cégep. Je peux vous dire que je passais pas inaperçue au cégep de Sainte-Foy avec ça. Je trouvais ça difficile d'avoir le regard des autres sur mon handicap, mais aussi de me sentir différente. Mais ce que j'ai trouvé le plus confrontant, ben, c'était que les personnes dans l'autobus, ils se levaient pas pour me laisser une place, parce que j'avais l'air jeune. Et oui, pour la population en général, jeunesse puis maladie, ben, ça rime pas ensemble. Je vous parle pas de ça ce soir pour me plaindre, mais parce que je sais que je suis pas la seule à avoir vécu des épreuves comme ça. Au fil des années, j'ai pu échanger avec de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux qui ont vécu des épreuves semblables à la mienne, puis même souvent bien pire que moi. Puis, ce qui m'a frappée, ben, c'est que ceux qui trouvaient ça le plus difficile, c'était ceux qui étaient atteints de maladies invisibles, comme la douleur chronique. Ça a piqué ma curiosité, puis j'ai décidé de faire mon mémoire de maîtrise sur ce sujet-là. Je me suis dit, la douleur chronique, c'est loin d'être rare. Il doit y avoir des choses qui se sont faites là-dessus. Puis, ben non, il y a très peu de recherches qui se sont faites sur la transition à la vie adulte des jeunes en douleur chronique. Je vais quand même vous présenter quelques constats que j'ai pu sortir de la recension des écrits que j'ai fait pour mon projet. Donc, premièrement, la douleur chronique impacte le fonctionnement social des jeunes qui en sont atteints sur plusieurs sphères. Sur le plan individuel, la douleur chronique limite le fonctionnement physique en causant de la fatigue, de l'insomnie, une baisse d'appétit, une baisse de la libido et de l'irritabilité. La douleur occasionne aussi des troubles de santé mentale comme la dépression, l'anxiété ou les troubles de consommation, ainsi qu'une baisse de la qualité de vie. Sur le plan occupationnel, ben, les jeunes qui ont de la douleur chronique ont de la difficulté à débuter et surtout à finir un projet d'études et même tout simplement à travailler par la suite. Au niveau interpersonnel, les jeunes qui ont de la douleur chronique ont de la difficulté à développer puis à maintenir des relations durables avec leurs amis, ce qui engendre beaucoup d'isolation. Ils sont aussi confrontés à de la stigmatisation et à de l'invalidation de leurs conditions en raison de la mauvaise compréhension qu'on a de la douleur puis des stéréotypes qui y sont associés. Au niveau amoureux, c'est un peu les mêmes constats. Les jeunes avec la douleur chronique ont de la difficulté à développer puis à maintenir leurs relations amoureuses, ce qui engendre beaucoup d'anxiété chez eux quant au fait de devoir être seuls pour le restant de leur vie puis de pas pouvoir avoir d'enfants. Finalement, ben, sur le plan familial, les jeunes qui ont de la douleur chronique comptent beaucoup sur leur famille pour organiser leurs soins et obtenir du support pratique et émotionnel. Cette aide-là est vraiment précieuse, mais elle ne permet pas aux jeunes toujours de développer leur indépendance malgré leur désir de devenir autonomes. Ça fait que plusieurs jeunes se sentent très coupables et ont l'impression d'être un fardeau pour leur famille. Aussi, la douleur chronique complexifie la transition à la vie adulte des jeunes qui en sont atteints, notamment en causant du stress, puis des désavantages socio-économiques en raison de l'incapacité à faire des études et à travailler. Par contre, ce qui m'a frappée quand j'ai fait la recension des écrits, c'est que le défi le plus important de la transition à la vie adulte est lié à une composante organisationnelle, c'est-à-dire la transition des soins pédiatriques aux soins pour adultes.
Cette transition-là se produit généralement de 16 à 25 ans au Québec quand un patient se fait transférer des soins pour enfants vers les soins pour adultes. Préparez-vous. Cette transition-là est souvent décrite par les patients et leurs proches comme un choc comparable à un sentiment de tomber d'une falaise. C'est important, hein? Pourquoi? J'ai identifié 3 pistes de réponse à cela. Premièrement, il y a un important changement de culture entre les 2 milieux de soins. En pédiatrie, on valorise la bienveillance, l'interdisciplinarité et la contribution des familles. Dans les soins pour adultes, on mise sur l'autonomie, ce qui contraste assez radicalement avec ce que les jeunes est habitués. Deuxièmement, on prépare très peu la transition. Il y a peu de ressources éducationnelles pour les jeunes en amont et aussi, à ce jour, il n'existe aucun protocole systématique qui organise la transition au Québec. Finalement, il y a un manque d'accessibilité et d'adaptabilité des services. Quand les jeunes se font transférer aux services pour adultes, comme n'importe qui voudrait accéder à des services là, auprès de médecins spécialistes, il y a des listes d'attente. Puis des fois, c'est pas de quelques semaines, ni de quelques mois, mais de plusieurs années. Puis pendant ce temps-là, ces jeunes-là sont pas traités, puis leur douleur empire. Quand finalement ils accèdent aux services, ceux-ci répondent pas à leurs besoins. En effet, les services sont faits pour des adultes d'âge moyen, puis sont pas adaptés pour les jeunes adultes. Puis quand les jeunes adultes débutent des traitements, là, soit des thérapies de groupe ou des services de groupe, ils se retrouvent avec des personnes considérablement plus vieilles qu'elles, puis n'arrivent pas à créer un sentiment d'appartenance. Les jeunes adultes se retrouvent donc seuls, non seulement par rapport aux gens de leur âge, mais aussi par rapport aux autres personnes malades. Ce qui m'a frappé dans ma recension des écrits, c'est qu'il y a seulement 2 études canadiennes et 1 étude québécoise qui ont été faites sur la transition des soins pédiatriques aux soins adultes en contexte de douleur chronique et 1 seule étude canadienne sur l'impact de la douleur chronique sur le fonctionnement social des jeunes adultes. On voit donc qu'il y a un manque de connaissances sur ce sujet-là dans un contexte québécois, puis c'est ce manque de connaissances-là que je vise à attaquer avec mon projet. En effet, durant la prochaine année, je vise à faire 12 entretiens narratifs avec des jeunes adultes atteints de douleurs chroniques afin de mieux comprendre leur expérience de transition puis leurs besoins psychosociaux durant cette étape-là. Maintenant, avec ce que je vous ai dit en début de séance, vous vous demandez peut-être pourquoi je suis capable de me tenir debout devant vous et comment je vais arriver à faire ce projet-là. C'est que même si j'ai gagné à la loterie des maladies rares, j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. En effet, j'ai eu beaucoup de chance de trouver un neurologue qui m'a cru, puis qui m'a littéralement remis sur pied et permis de marcher. J'ai eu aussi la chance d'avoir une famille qui m'a soutenue tout au long, puis qui me supporte encore aujourd'hui. Vous pouvez même pas imaginer le nombre d'épiceries puis de repas qu'ils m'ont fait. Par contre, je suis consciente que cette chance-là, c'est pas tous les jeunes adultes qui l'ont. Puis c'est précisément pour tous les jeunes qui n'ont pas eu ma chance que je fais ce projet-là. Avec mes résultats, je vise à sensibiliser les professionnels de la santé et des services sociaux à la réalité des jeunes adultes atteints de douleurs chroniques pour qu'ils soient davantage crus et pris au sérieux. Je vise aussi à émettre des recommandations aux décideurs publics pour formuler des pistes de solutions, notamment en identifiant des changements organisationnels et des services qui pourraient être implantés pour faciliter le passage à la vie adulte de ces jeunes-là. Avec mon projet, j'aimerais pouvoir donner la chance que j'ai eue à tous les jeunes atteints de douleurs chroniques pour qu'ils puissent se réaliser malgré leurs conditions et, par le fait même, contribuer à la société. Merci beaucoup pour votre écoute.